Donc j'avais été au contact d'enfants en permanence, j'avais vraiment une idée de ce que je voulais. Ça règle pas le problème qu'en face, on a une autre personne qui a une autre éducation, un autre type d'éducation et qui voit les choses différemment. Et on n'en avait pas du tout parlé et on a été confrontés à nos problématiques en très grande phase de stress. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Salut! Petit épisode où je réponds à une dizaine de vos questions que vous m'avez posées via Instagram. J'en ai reçu des centaines, donc j'ai sélectionné à peu près ce qui me paraissait possible pour moi de répondre. Je sais que parfois vous êtes déçus parce que je n'ai pas sélectionné votre question, mais c'est aussi que je vous ai répondu en privé, ou j'ai déjà répondu dans certains épisodes où c'est trop personnel et je ne suis pas capable de vous répondre pour le moment. En tout cas, aujourd'hui, j'ai dégagé 3 thèmes. La vie de couple, la vie de famille et ma vie perso. Et donc, merci infiniment pour vos questions parce qu'elles étaient très, très intéressantes. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec des questions sur mon couple. Donc, quelles sont les nouvelles bases pour reprendre votre vie de couple de manière épanouie ? C'est une très bonne question. Donc, si je vous remets un tout petit peu le contexte, on s'est séparés pendant un peu plus de 9 mois avec mon mari. Il y a 2 ans et demi. Ça y est, ça commence à faire et tant mieux. Et on a décidé ensemble de se remettre en couple. Ça a été une décision complexe, intense à prendre, notamment pour moi, puisque ça n'avait pas été mon choix au départ de me séparer. Qu'est-ce qu'on a fait en tout cas pour reprendre une vie de couple de manière épanouie ? Alors je sais pas si on est épanoui à 100% du temps, faut être très clair qu'on est comme tous les autres couples, on galère quand même. Mais en tout cas, ça a été de la thérapie de couple, ça a été de la thérapie pour moi. Lui, de son côté, c'était son choix de, pour l'instant, faire comme il pouvait par rapport à ça. Ça a été de prioriser notre vie de famille, de passer beaucoup plus de moments ensemble. Ça a été de comprendre de manière très intense ce qui déclenchait chez l'un et l'autre des difficultés. Je dirais que ça a été la compréhension très intense pour moi de la théorie de l'attachement et de comment elle se manifeste dans le couple. J'ai énormément appris de ce côté. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, parce qu'il n'y a qu'une chose que vous pouvez maîtriser dans le couple, c'est ce que vous faites vous. Je me suis ouverte à tout un champ de connaissances que je n'avais pas auparavant, en tout cas pas avant ma séparation, qui m'a fait énormément de bien. Et même si ça a été le moment le plus douloureux de ma vie, sûrement, pour l'instant, je touche du bois, j'en suis ressortie bien plus épanouie, heureuse, avec une meilleure compréhension de moi-même. Donc j'ai énormément écouté de podcasts, vraiment, mais énormément, lu de livres sur le sujet, suivi des comptes Insta. Il y a beaucoup de comptes Insta qui parlent du couple. Et après, pour que on reparte de manière épanouie, il faut que les deux aient envie. Il faut que les deux aient les mêmes intentions, il faut qu'on soit très clair et aligné là-dessus. Et la thérapie aide énormément. Donc ça serait pour moi les bases pour reprendre un couple de manière épanouie, c'est aller en thérapie obligatoirement et faire son travail de son côté. Et on a aussi décidé de donc prioriser notre famille, mais faire beaucoup plus de choses à deux.
que ce soit beaucoup plus fun entre lui et moi que ça n'était avant, parce que, mine de rien, on a quand même 3 enfants en bas âge, et quoi qu'il arrive, quels que soient nos problèmes, c'est difficile de prioriser son couple dans les premières années de vie de nos enfants. On n'avait pas vraiment réussi à le faire, et pas de notre fait ou de notre volonté, mais on n'avait juste aussi pas la possibilité de faire garder nos 3 filles en même temps. C'était trop intense quand elles étaient toutes petites, et maintenant que notre dernière a 3 ans, tout est plus simple, ça, on va pas se mentir, c'est une réalité. Donc voilà, les bases, ce serait ça pour moi. Comment surmontes-tu les désaccords d'éducation dans ton couple ? Ouf, question à 1 milliard. Pas très bien, on va dire. Pour une raison simple, c'est que je suis leader sur ce sujet, puisque j'en ai fait un peu mon métier, que tous les jours je lis des articles, des livres, j'écoute des podcasts, je me renseigne sur ce thème-là de l'éducation des enfants. On est très genré dans notre couple, c'est tout à fait moi qui ai cette charge éducationnelle, donc potentiellement c'est la même chose dans le vôtre. Et ça, c'est pas facile parce que je peux être assez dure avec mon mari quand il veut faire les choses à sa manière, dans le sens où je lui dis aucun souci, tu veux les faire comme ça, mais explique-moi pourquoi. Et souvent, moi j'ai plus d'arguments que lui, donc c'est difficile d'accepter qu'il veut faire différemment, et on vient vraiment de 2 éducations assez opposées, avec des socles communs, des valeurs communes. On a vraiment des valeurs très communes avec mon mari. Donc sur ça, c'est beaucoup plus efficace. Mais on n'a pas été élevés de la même manière, on n'a pas eu la même liberté, on n'a pas eu les mêmes conséquences à nos bêtises, on va dire. Donc forcément, ça secoue, ça remue, et ça... c'est pas simple. Clairement, quand on est ensemble, sans enfants, on s'entend beaucoup mieux. C'est dur d'être une équipe. C'est possible, hein, évidemment, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on vit aussi dans une société patriarcale où les hommes prennent moins en charge l'éducation et donc rentrent en conflit avec nous parce que il y a parfois juste c'est comme ça et c'est pas autrement, et moi ça marche pas avec moi ça. Donc je suis pas facile non plus, je tiens à le dire, c'est pas 100% de la faute d'un des deux. On est toujours 2 dans une relation, donc on gère comme on peut. On gère beaucoup mieux aujourd'hui parce que je pense que mon mari s'est beaucoup aligné sur moi, à force d'avoir vu, ça a été un long travail, mais aujourd'hui j'ai la sensation que moi il y a plein de fois où j'y arrive pas et c'est lui qui prend le relais, mais bien mieux que moi. Donc ça, je pense que ça a beaucoup apaisé nos désaccords parce qu'en fait juste il est à la hauteur, donc ça c'est facile. Il y a quand même des points de discorde entre nous, dont on essaye maintenant beaucoup plus de parler en dehors des enfants, ce qu'on faisait pas forcément avant. On réglait le problème sur le coup et c'était pas une bonne idée. Si ça se trouve, il va écouter cet épisode, il va me dire « Mais t'es une grosse mytho, on fait pas du tout ça. » Mais c'est ma sensation en tout cas, qu'on y arrive mieux qu'avant. Mais vous voyez, on a 3 enfants, notre grande elle a bientôt 7 ans et demi, donc ça nous a pris énormément de temps. Il y a des couples qui se sont bien organisés en amont, qui ont beaucoup discuté. D'ailleurs, on a un super guide sur le couple, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à le télécharger parce qu'il est formidable pour remettre les choses à plat et sur l'éducation. Et on a un deuxième guide qui est gratuit sur le postpartum qui vous aidera aussi à remettre les choses à plat. Donc le guide sur le postpartum et le couple sont des outils mais phénoménaux que Morgane vous a créés et vraiment ça a beaucoup de valeur. Donc n'hésitez pas à le faire en couple si vous êtes dans ces situations où il y a beaucoup de désaccords sur l'éducation ou si vous avez du mal à prendre un peu de recul, ça peut bien vous aider. Et donc, ça me vient à la question d'après, comment préparer son couple avant l'arrivée d'un premier enfant ? Ça, pour moi, c'est la meilleure question à se poser avant d'avoir des enfants, même si vous êtes encore dans le process d'en avoir et que vous en avez déjà eu, mais c'est quelque chose que je n'ai pas fait et que je regrette profondément parce que on avait simplement discuté du fait qu'il n'y aurait pas de violence physique à la maison. Pour moi, c'était non négociable. On était tout à fait d'accord là-dessus, vraiment, c'était pas un problème. Mais après, il reste beaucoup de choses dans l'éducation. Au-delà de la violence physique, il y a la violence verbale, il y a la violence éducationnelle qu'on a tous imprégné en nous, toutes et tous, parce qu'on vit dans cette société-là, parce qu'on a été plus ou moins éduqués avec des violences éducationnelles. Donc, on n'avait absolument pas parlé de ça. Comment on règle les conflits, quel style d'éducation on choisit, comment ça se passe. Donc, moi, j'ai tout appris sur le tas dès que j'ai eu ma première fille et vraiment, ça a été une explosion.
je me suis intéressée fois 1000 à ce sujet-là, même si moi j'avais été animatrice en colo, j'ai mon BAFA pendant tous mes étés, de mes 17 ans à mes 23 ans, toutes les vacances scolaires, j'ai fait que ça. Donc j'avais été au contact d'enfants en permanence, j'avais vraiment une idée de ce que je voulais. Ça règle pas le problème qu'en face on a une autre personne qui a une autre éducation, un autre type d'éducation et qui voit les choses différemment. Et on n'en avait pas du tout parlé et on a été confrontés à nos problématiques en très grande phase de stress. Donc vraiment à ne pas répéter, parce que quand on dort pas, quand on vit un chamboulement comme moi j'ai vécu avec ma matrescence à moi, où je me suis perdue et où je savais plus qui j'étais, l'autre en face, il n'a pas forcément les outils et c'est pas forcément le moment pour rectifier les choses. Ça aurait dû être une base avant. Donc j'ai fait plein d'erreurs, on fait tous plein d'erreurs, mais si vous pouvez au moins préparer votre couple à l'arrivée d'un enfant, encore une fois, le guide qu'on vous a concocté il y a 1 an maintenant, vous avez été plus de 8 ou 9 000 à le télécharger, donc je sais que ça intéresse ce sujet, faites-le parce que c'est se poser les bonnes questions, c'est comment on prépare aussi l'arrivée d'un enfant, juste dans la logistique, et c'est comment on réagit l'un et l'autre à des situations particulières en fonction de son éducation et en fonction de ce qu'on a comme valeur profonde pour la famille. Voilà, c'est très intéressant de déclencher ces discussions-là. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber d'accord en permanence, c'est impossible même, mais quels sont les non négociables, quels sont les sujets sur lesquels vous pouvez évoluer ou ouvrir la porte à d'autres façons de voir les choses. Moi, j'ai eu du mal, je tiens à le dire. Je suis quelqu'un qui est leader, je suis quelqu'un qui est à fond avec ses idées, qui a beaucoup de mal avec la remise en question dans le couple. Enfin, on est beaucoup à être comme ça, mais ça vient au fur et à mesure. Mais quand j'ai eu très souvent la mauvaise idée, non c'est pas vrai, mais j'étais sous stress. Quand on est sous stress énorme, on a une grande tendance à voir tout noir ou blanc. Et il n'y a plus de nuance. Et donc, j'étais vraiment dans cette façon de voir les choses de il est contre moi ou il est avec moi. Alors que c'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça. Et donc, il n'y avait pas trop de portes ouvertes à des discussions saines et constructives, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais déjà aussi, on dort beaucoup mieux. Et nos enfants ont des besoins beaucoup moins intenses maintenant qu'elles ont grandi. Donc, c'est plus facile et on est beaucoup plus en mode équipe aussi, on va pas se mentir, parce qu'on est face à 3 enfants qui sont en équipe. Donc nous, on est beaucoup plus OK. En fait, maintenant, finalement, le surnombre nous a aidés à trouver cette équipe qu'on n'avait pas forcément avant d'avoir 3 enfants. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, si je peux vous dire ça, pour ceux qui ont beaucoup d'enfants ou qui veulent beaucoup d'enfants. Donc ça, c'était sur la partie couple. 4e question, là, je plus me diriger sur la vie de famille en général. Et j'ai beaucoup aimé vos questions, vraiment, elles étaient hyper touchantes. Donc, quelle est ta plus grande fierté parentale ? Ouf. Alors ça, je crois, c'est de voir mes enfants arriver à se répéter des choses que j'ai essayé de leur apprendre au fur et à mesure pendant plusieurs années. Et notamment, alors c'est pas très glorieux pour moi au final, mais ça me rend fière quand même. Je me souviens de situations où je vais m'énerver, crier. Au bout d'un moment, quand il y a trop de pleurs, je vais avoir ce réflexe de dire arrête de pleurer, alors que absolument pas ma vision de l'éducation. Et de manière très récurrente, quand j'ai ce genre de discours, j'ai une de mes filles qui va être capable de me dire maman, j'ai le droit de pleurer, c'est toi qui me l'as dit, c'est bien de pleurer, ça fait du bien, parce que quand je vais bien, je suis capable de leur dire pleure, ça fait du bien, on se sent mieux après. Et je pense que ça, c'est une très grande fierté de voir que mes enfants sont capables de s'opposer à moi, de me dire quand je vais trop loin, ce que moi, j'étais pas capable de faire avec mes parents, de savoir se défendre, en fait, mettre une limite avec moi et de se sentir assez en sécurité pour le faire. Donc c'est bizarre comme fierté parce que c'est pas glorieux pour moi, mais c'est montrer que même quand nous, parents, on est défaillants, si on a fait les choses de manière quotidienne, avec une base sécuritaire pour nos enfants, ils en retiennent plein de choses. J'ai aussi cette fierté de voir mes filles arriver à se répéter les mantras que je leur dis. Je suis forte, j'ai confiance en moi, je sais faire des choses difficiles. Voilà, ce genre de mantra, elles savent se le dire dans des moments intenses. Une autre fierté, ça pourrait être
quand elles sont capables aussi de venir me dire tu m'as fait de la peine, c'était difficile. Et puis simplement, je crois, la relation que j'ai avec elles, même si je suis très dure avec moi-même, je me remets beaucoup en question et je sais quand j'ai merdé et ça me travaille et je m'excuse et je répare. Mais au final, elles n'ont pas peur de moi. Elles n'ont pas peur de moi et je crois que c'est très important d'avoir ce type de relation-là avec elles. Donc, pour l'instant, en tout cas, je trouve que c'est une de mes plus grandes fiertés. Après, je demande à mon mari plus de ce que lui, il voit à l'extérieur. Mais c'est pas facile de savoir ce dont on est fier. On est très facilement avec la petite voix critique qui vient nous dire « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu leur as crié dessus, tu leur as dit des choses méchantes ». Et on a du mal à voir les choses qu'on fait bien, qui sont difficiles. Mais je sais que je fais des choses difficiles avec elles et que je m'en sors bien. Mais la fatigue aussi teinte un peu notre expérience et la façon dont on voit les choses. Et aujourd'hui, je dors beaucoup mieux, je vais en parler après. Et ça change tout. Ça change tout. Je sais pas comment on peut le dire autrement. Alors, est-ce que l'actualité t'angoisse en tant que parent ? Et quels sont tes leviers pour garder le cap ? Ouais, oui, forcément, l'actualité, c'est difficile. Pourtant, mon père, il me répète très souvent qu'on n'a jamais eu aussi peu de guerres dans le monde, aussi peu de famine, on n'a jamais aussi bien vécu qu'aujourd'hui. Mais à cause des réseaux sociaux et de l'accès à l'information qu'on a, de manière instantanée, c'est pas la sensation qu'on peut recevoir. Et moi qui suis très sensible, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est difficile. Je ne regarde plus la télé. Je ne lis que Le Monde. Je lis beaucoup les journaux, mais je choisis le type d'informations que je lis. Et le moment où je suis capable de les lire aussi, sur les réseaux sociaux, je fais très attention à qui je suis abonnée, mais malheureusement, avec leur algorithme, on reçoit quand même beaucoup plus de choses dures. Mais voilà, je vous nomme le média positif, Good News Movement. Il y a quand même des médias qui apportent de la lumière à ce monde qui est intense. Et je pense vraiment que ce qui est sous-jacent, c'est aussi l'éco-anxiété. Alors, je l'ai. Et à côté de ça, je suis absolument pas exempte de faire des choses qui sont dommageables pour la planète. Je prends encore l'avion. On a une clim à la maison. Qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai une voiture diesel, même si je fais 3000 km à vélo, 2000 par an. Donc, c'est très difficile, je trouve, d'arriver à équilibrer l'angoisse qu'on peut ressentir en ayant conscience de l'impact de nos gestes et de continuer à faire des choses qui sont pas géniales. Et j'ai pas une éco-anxiété atroce, je me dis pas quel monde on va laisser à nos enfants, ça va être l'enfer. J'essaye vraiment de chasser ces pensées-là et plus à leur montrer que la nature elle est belle, qu'on en prend soin, on a un potager. Donc en fait, je crois qu'il faut quand même se dire qu'on a un levier très fort, c'est qu'on a des enfants qu'on élève et qu'on éduque et qu'on peut aussi faire des choses pour elles. On a déjà pris l'avion une fois avec elles, on leur a expliqué, enfin moi personnellement, mon mari il est moins câblé sur l'écologie, mais voilà, de leur dire ça a un impact de prendre l'avion et ma fille elle le voit à l'école aussi, donc il y a d'autres choses sur lesquelles on fait un peu plus attention. Mais mes leviers, c'est de me protéger moi. Il y a pas longtemps, ma fille, elle a été dormir chez une copine et ils regardent la télé en mangeant et ça m'a fait réaliser que nous, jamais de la vie, on allume les infos. Mes filles il y a une bulle qu'on leur a créée où elles n'ont pas accès à ces informations. Alors, ils en discutent à l'école pour ma grande, donc je peux lui expliquer de manière avec un peu plus de recul et elle se prend pas les infos en pleine tête. Ce que là a eu ma grande d'ailleurs quand elle est partie dormir et elle m'a posé plein de questions et je me suis dit mais attends, mais où est-ce que t'as vu ces images c'était quoi? Et donc oui, c'est vrai que je me suis rendu compte que nous on les protège de cette manière-là. Donc moi mes leviers c'est ça, c'est de me protéger moi, de faire attention et de cultiver la joie. Très important, ça paraît hyper cucu, mais non, c'est très important de cultiver la joie pour soi-même et pour sa famille. Donc on célèbre tout le temps les beaux moments. J'ai déjà fait plein d'épisodes sur nos rituels, mais je leur pose tous les soirs une question sur ce qui s'est passé de leur journée, ce qu'elles ont aimé, pas aimé. Elles sont pas toutes capables de répondre vu leurs âges, mais au moins on a cette discussion-là.
On mange à table ensemble tous les soirs, donc elles ont un moment avec nous, on joue. Moi, mon gros problème, c'est que j'ai beaucoup mon téléphone, donc il faut que je fasse très attention à ça. Mais le moins stressée moi je suis, le moins stressée elles sont. Donc c'est à nous de faire cette barrière-là et de se la créer. Et je culpabilise beaucoup, de me dire oui mais regarde, il y a plein de gens qui souffrent, tu vois bien que c'est difficile pour d'autres et toi t'as une chance inouïe. C'est très compliqué ça, ce rapport-là, exacerbé par les réseaux sociaux évidemment. Et peut-être que vous avez cette sensation-là aussi parfois en regardant les réseaux sociaux ou même à l'inverse en disant regarde, eux ils ont une meilleure vie et nous... Donc c'est complexe. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est merveilleux l'accès à l'information et aux réseaux sociaux, ça a changé ma vie vraiment. Mais apprendre à les gérer, c'est aussi toute une autre étape. Question suivante. Le tiraillement entre l'éducation bienveillante et l'épuisement maternel, on en parle. Alors oui, ça c'est une vraie question que j'entends tout à fait, même si... paradoxalement, les études montrent que les parents qui font l'étude démocratique, bienveillante, sont plus calmes et plus apaisés. Mais je pense que c'est pas tout à fait ça le problème. C'est pas l'éducation bienveillante, c'est souvent le déséquilibre dans le couple, la charge mentale, qui est une réalité très bien documentée. Et donc ça crée un surplus de charge pour le parent, souvent la mère, parce que quand on cherche à être dans une éducation démocratique, bienveillante, ça demande quoi ? De faire du travail sur soi-même. C'est dur, ça prend du temps. Ça demande à ce qu'on soit sur la même page, qu'on soit aligné avec notre partenaire. Ça, c'est pas toujours le cas. Et ça demande beaucoup d'énergie et c'est très difficile. Donc, on peut se sentir seul, c'est un cercle vicieux. Le burn-out parental, c'est une réalité, ça touche pas du tout que les parents qui viennent juste d'avoir des très jeunes enfants, c'est pas ça la dénomination. Un super épisode sur ça, le burn-out parental, donc avec Isabelle Roskam, qui est la chercheuse francophone sur ce sujet, qui est belge. Donc vraiment, l'éducation bienveillante, pour moi, c'est pas tellement la problématique, c'est la société et l'environnement autour et ce qu'on demande aux mères. Et l'épuisement maternel, il est réel. Je le ressens, mais c'est vrai que quand on est aligné avec mon mari, qu'on dort la nuit, c'est pas ça le problème, c'est pas si dur. Moi, pour avoir été dans une période très très complexe de ma vie, j'en ai parlé au début de l'épisode où on s'est séparés avec mon mari, je me suis retrouvée seule avec 3 enfants en très bas âge, avec des bébés, épuisée mais à un point que j'aurais jamais pu imaginer, en dépression. J'ai vraiment été une mère atroce. Enfin, franchement, j'ai aucun souci à le dire. J'ai beaucoup hurlé, alors je punis pas, chez nous on punit pas, c'est pas du tout ça, mais il y avait pas de joie chez moi. Il y avait pas de moment tranquille, je criais tout le temps, j'étais agacée en permanence, je ne supportais plus les moindres interactions avec mes enfants, c'était très complexe. Je peux vous dire que ça a eu un retentissement assez fort sur le comportement de mes filles et leur joie de vivre. Et donc je sais à quel point avoir une éducation démocratique c'est bénéfique pour nos enfants, parce que quand j'ai rebasculé dans un état beaucoup plus tranquille, apaisé, où j'étais pas à bout de mes ressources, mes filles elles ont pu à nouveau s'épanouir. Donc c'est pas simple, vous faites le mieux que vous pouvez avec les ressources que vous avez. Moi, mon podcast à la base, je l'ai vraiment mis en place parce que je voyais bien en 2019 que ces discours autour de l'éducation bienveillante, il y avait trop déjà de clivage, que la majorité des parents pensaient et sûrement pensent encore que éduquer c'est taper. Et pour moi, il y a une grande différence entre j'ai dérapé une fois parce que j'étais au bout et je sais que c'est pas bon pour mon enfant et je sais qu'on ne doit pas faire ça à son enfant, et je pense qu'éduquer son enfant c'est taper. Donc quand j'ai créé ce podcast, je voulais donner des outils aux parents, je voulais donner aussi des faits scientifiques, je voulais qu'on puisse parler de concrètement comment on élève des enfants dans la bienveillance, dans la gentillesse et dans le respect mutuel. Et sûrement qu'au début, surtout j'en avais qu'une, j'avais pas cette notion de comment aussi on prend soin de soi aujourd'hui. Et encore que je vais toujours terminer tous mes épisodes par prenez soin de vous, parce que je le pense profondément et que je sais à quel point c'est primordial. Mais aujourd'hui, je connais tous les outils, enfin voilà, j'ai beaucoup plus de connaissances et je comprends que plein de femmes soient épuisées, mais je le redis, je pense que ce n'est pas lié à la base à l'éducation bienveillante, je pense que c'est lié à la charge éducationnelle qui pèse sur les épaules des femmes, ce qui veut dire des mères, ce qui veut dire qu'elles doivent faire tout le travail de chercher l'information, de le restituer,
de l'intégrer et de le mettre en application ensuite. Et ça, si on est seul dans son couple à le faire, ou si on est seul tout court parce qu'on est maman solo, c'est très difficile. C'est très difficile dans une société qui vous renvoie que les enfants sont rois, qui sont pas les bienvenus dans les trains, dans les restaurants, qu'on les voit comme une nuisance au lieu de les voir comme quelque chose de merveilleux. Donc c'est difficile. C'est vraiment, mais encore une fois, vous faites un travail incroyable. Si vous êtes là à écouter mon podcast, je le sais que vous faites un travail incroyable. Donc je vous tire mon chapeau et en tout cas, ce que vous pouvez faire, si vous sentez cet épuisement maternel et que vous n'êtes pas en harmonie, je parle pas d'équilibre parce que pour moi l'équilibre il n'existe pas, sollicitez l'avis de professionnels, l'aide de professionnels. Allez à l'Institut de la parentalité, allez en PMI, il y a une possibilité d'avoir des séances de psychologue remboursées par les mutuelles et le parcours Mon Psy. Alors je sais que c'était très décrié, pardon si vous êtes psychologue et que vous bondissez en écoutant ça parce que ça a un impact sur les revenus des psychologues et c'est aussi compliqué. Je crois que c'est 10 séances qui sont remboursées. On ne peut pas faire une psychothérapie en 10 séances, il en faut plus. Mais en tout cas, sollicitez de l'avis de professionnels qui peuvent vous aider à faire ça, à revoir vos priorités ou en tout cas à vous soutenir dans vos choix. Et puis, si c'est trop difficile, faites au mieux en fait. Faites au plus simple, au plus efficace pour vous. Et puis quand vous ressortirez la tête de l'eau, vous retrouverez une façon de faire qui vous convient. Quelle connaissance scientifique, c'est une très bonne question, t'a fait faire le plus grand pas de côté dans ton approche de parent? Alors ça vous paraît très bizarre maintenant que j'ai fait ce podcast depuis 6 ans, mais la première fois où j'ai entendu parler des connaissances scientifiques autour des bébés, c'était en 2018 dans mes premiers cours de prépa à l'accouchement et ça a été un tournant et ça a été un pivot parce que c'est la sage-femme qui nous faisait ces cours de prépa qui nous parlait des besoins des bébés et qui nous a expliqué de manière très concise et précise et impactante que l'enfant, un bébé, ne fait pas de caprice. Ne pleure pas pour nous énerver ou pour rien, il a un besoin et il faut y répondre. Et ça m'a vraiment marqué parce que autant j'étais très claire sur je veux pas taper mon enfant, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça dit pas grand-chose de la suite. Et là, ça a vraiment eu un effet de waouh, ok. Donc en fait, mon bébé, quand il va pleurer, il va falloir que je trouve pourquoi et que je m'en occupe. Et il va falloir que je développe mes compétences parentales. Et en fait, donc ça, la recherche l'a bien montré, que c'est très coûteux pour un bébé de pleurer. Donc il y a quelque chose, il peut pleurer, mais en gros, on est là pour l'accompagner. Et c'est pas que ça m'a fait faire un pas de côté, mais ça m'a fait réfléchir à comment j'allais m'occuper de ce petit être qui allait arriver dans ma vie, qui est ma grande. Et donc, ça a initié, je pense, pour moi, cette appétence et cette envie de comprendre comment fonctionnent les bébés, ce qui se passe. J'avais une maman aussi qui a toujours trouvé ça merveilleux, les bébés, qui a toujours trouvé ça incroyable, leur façon d'apprendre, qui a toujours eu un discours très positif autour des enfants. Donc, je pense que ça a été un déclencheur pour moi, ensuite. Et après, est-ce qu'il y aurait autre chose qui m'aurait fait changer par rapport aux études scientifiques? Peut-être sur le time-out, on en a beaucoup parlé et c'est absolument pas quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien. C'est le dernier recours qu'il faut avoir pour un enfant. Mais de savoir que si on écarte un enfant pendant une période de 30 secondes, 1 minute, ça n'a pas de répercussions particulières sur son développement, bon, ça soulage aussi parce que parfois, moi avec 3 enfants, des fois je suis juste obligée de les séparer, donc d'en isoler une, pas pour la punir, mais juste pour pas qu'elle tape sur l'autre. Donc au début ça me stressait de me dire elle est seule et en fait c'est pas grave, c'est 30 secondes, ça la protège, ça la met en sécurité et on en débriefe après, il n'y a pas de souci. Il y a aussi, ça dépend aussi beaucoup des tempéraments des enfants. Je crois que ça aussi, ça c'est aussi un des trucs qui m'a vachement aidé de savoir que chaque enfant a un tempérament très différent et qu'ils naissent plus ou moins réactifs et qu'ils ont plus ou moins de stress déjà, qui réagissent plus ou moins différemment au stress
ça m'a fait beaucoup déculpabiliser. Donc faire un pas de côté, de me dire je ne suis pas toute puissante en tant que mère, je ne peux pas tout gérer de mon enfant. Ils sont aussi eux par eux-mêmes et il n'y a pas que l'éducation que je leur donne qui a un impact sur elles, il y a qui elles sont en fait. Donc ça m'a rassurée, ça m'a aidée. J'espère que ça peut vous rassurer aussi. On fera un épisode entier sur le tempérament. Il y a un chercheur français qui est aux États-Unis que je veux interviewer incessamment sous peu dans le podcast. J'espère. Question suivante. Quelle connaissance, donc ça c'est j'ai fait, as-tu déjà parlé à tes filles de tes menstruations? Trop bonne question. Oui. En fait, c'est pas que j'en ai parlé, c'est que vous connaissez nos enfants pour cette capacité à ne pas nous laisser d'intimité dans des lieux comme des toilettes ou une salle de bain. Bon, bah voilà, moi je suis une femme, je suis menstruée. Donc je saigne de temps en temps, mes filles le voient et donc elles m'ont vu utiliser des tampons, des cups ou des culottes menstruelles, peu importe ce que j'utilise au moment présent. Et donc elles m'ont posé plein de questions. On a un livre incroyable qui s'appelle Le Petit Guide illustré de l'intimité que je vous recommande plus. Ce livre, il est vraiment génial. On a un livre sur le corps humain, sur la naissance. Donc en fait, on parle très souvent de leur corps. J'ai 3 filles, je trouve ça passionnant. Je leur parle aussi de mes hormones, que parfois c'est difficile parce que là, je suis dans ma semaine avant mes règles et que je suis maman dragon. Donc elles me disent, maman, t'es maman dragon là? Oui. Donc tout à fait, je leur parle. C'est très important. Ma fille, elle a 7 ans et demi. Au final, potentiellement, elle peut être réglée dans pas longtemps. Ça me stresse un peu, j'avoue. Enfin, c'est dur. Il y a de plus en plus de petites filles qui sont réglées très très jeunes et je trouve ça intense parce qu'elles sont quand même petites. Moi, j'ai été réglée à 11 ans. En tout début de ma 6e, je trouvais que c'était déjà tôt. Donc, on en parle couramment de ce que ça veut dire. Elle voit le sang, elle me demande. J'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit normal, pas du tout dramatisé. Ça fera partie de leur vie et j'ai vraiment à cœur de leur donner beaucoup plus de connaissances que ma mère n'a pu me donner parce qu'elle n'en avait pas autant. Parce que ça va être important pour la suite de leur vie. Je me suis tellement renseignée. On a fait 2 épisodes sur le cycle menstruel que je vous recommande plus avec Gaëlle. C'était en janvier 2024. Je vous mettrai les liens des épisodes dans les notes. Parce que vraiment, ça fait découvrir beaucoup de choses sur soi en tant que femme. Donc si vous êtes mère et si vous avez des petits garçons, parlez-leur aussi de vos règles et du cycle menstruel parce qu'ils seront confrontés à des femmes dans leur vie et plus ce sera nos alliés, mieux ce sera. Donc oui, parlez de vos cycles et vos menstruations à vos filles, à vos petits garçons, à vos maris, éduquez vos maris. Ils n'ont pas d'éducation autour de ça, éduquez-les s'il vous plaît. On a besoin. Alors, dernière partie, vie perso. Comment as-tu remarqué tes difficultés avec les transitions? Je vous remets le contexte. Il y a quelques jours, j'ai répondu à des questions sur Instagram et j'expliquais que j'avais beaucoup de mal avec les transitions, moi personnellement. Alors ça peut paraître bizarre en tant qu'adulte parce qu'on sait que c'est les enfants qui ont parfois des difficultés avec ça, mais moi j'ai toujours eu des problèmes avec les transitions quand je pars en déplacement ou dans des périodes un peu longues. En gros, quand je partais en colo, c'était un enfer pour moi de rentrer de colo. Vraiment, la première fois de ma vie où je suis partie en colo, j'avais 8 ans. Mes parents m'ont envoyé 2 semaines avec ma petite sœur. Et moi, au bout d'1 semaine, j'ai dit, mais moi, je veux pas repartir dans 1 semaine. En fait, il faut me laisser 1 mois. Donc, j'ai demandé à rester 1 mois. Je suis restée 1 mois. Ma sœur, elle est rentrée au bout de 2 semaines. Et moi, au bout d'1 mois, mais c'était tellement dur de rentrer. J'ai toujours détesté ça. J'ai toujours trouvé que c'était très déprimant. Je remettais à chaque fois en question toute ma vie, de me dire mais pourquoi je suis à la maison, j'aime pas ça. J'étais très renfrognée, très fermée. J'ai pas envie de parler à mes parents. Le petit-déj, je trouvais ça horrible, alors qu'avant on était en groupe. J'aime la vie de groupe vraiment, mais de manière je trouve ça hyper agréable. Et donc depuis petite, je suis comme ça. Chaque colo, ça m'a fait ça. Ça a été très dur de rentrer. C'est jamais dur de partir, c'est toujours dur de rentrer. Et donc dans ma vie adulte, je suis encore comme ça. Et donc avec un TDAH, j'ai un peu calé ma vie adulte à partir tout le temps. Parce qu'on a besoin d'être en mouvement tout le temps. C'est très dur de rester statique. Donc journaliste est le métier parfait pour ça. J'étais en déplacement tous les week-ends. Mais en fait, j'étais tout le temps en déplacement. Donc j'avais pas trop à me réhabituer à ma vie. Je passais plutôt 2-3 jours max chez moi et sinon j'étais dans un train, un avion.
Donc, les transitions, ça a toujours été un souci pour moi. Et là, récemment, je suis partie une semaine au Maroc, à Imsouane, avec Alison Cavaillé, la fondatrice de Tajine Banane, qui organise des séjours déclic. J'avais très envie de prendre un séjour pour moi. J'en ai profité aussi pour travailler un peu, donc j'étais pas à 100% dans le séjour. Et pour moi, c'est des pauses très bénéfiques pour ma créativité et tout ça. Et puis j'adore repartir au soleil à l'été, c'était génial, l'effet de la mer, l'apaisement. Et alors la dépression quand je suis rentrée, ça a été très dur, ça a été très violent. Je remets en question toute ma vie, pourquoi j'ai choisi d'avoir 3 enfants, pourquoi je suis dans cette vie où je me sens coincée, pourquoi est-ce que c'est si dur. Enfin horrible, vraiment je ne vous recommande pas ce sentiment d'être vraiment oppressé par la vie qu'on a. Et ça passe. À chaque fois, ça passe. Il me faut au moins une semaine de réadaptation. Est-ce que c'est le TDAH qui fait ça ? C'est fort probable. Est-ce que c'est juste mon caractère ? Je sais pas. Mais pour avoir discuté avec plusieurs copines qui ont un TDAH comme moi, on a exactement les mêmes mécanismes. Donc bon, je me dis que peut-être c'est ça. Que c'est ça qui est complexe. Par exemple, sortir de ma voiture, c'est très compliqué. Je vais mettre 10 minutes quand je suis devant chez moi à faire autre chose, j'ai du mal à transitionner, à revenir. Le vélo, c'est plus facile. Donc voilà, les transitions, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas seul, c'est dur. Surtout quand on est sorti de sa vie familiale aussi, hein, c'est normal, c'est pas hyper simple. Mais bon, maintenant je le sais, maintenant j'ai compris et j'accepte que pendant une semaine, ça va être intense. Bon, après, je pars pas tous les 4 matins, donc ça aide, hein, mais aujourd'hui, par exemple, je ne remets pas du tout en question ma vie, j'adore ma vie. Donc, c'est dur de me suivre. Et je pense que ça dépend en plus de notre cycle. Avant-dernière question, quelle est ta routine sommeil ? Alors ça a vraiment été un gros changement dans ma vie parce que je ne sais pas ce que je faisais de ma vingtaine, comment j'envisageais le sommeil, mais vraiment je ne me posais pas du tout de questions, hein, c'était comme ça, personne ne me réveillait la nuit donc je m'en foutais. Je pouvais décaler un peu, pas trop, c'était pas problématique. Je me rendais compte que c'était très dur quand je faisais les matchs de rugby ou qui commençaient à 21h. On finit de travailler les minuit, on a une adrénaline monstrueuse, on peut pas s'endormir avant 3h30 du mat. Oh là, le lendemain, tu sers à rien, t'es fracassé, t'as décalé, c'est très dur. Donc ça, j'avais conscience que j'avais du mal. Mais bon, pas d'enfant, c'est pas grave, hein, je récupère plus tard. Là, maintenant, je suis hyper régulière dans mes horaires de coucher, hyper régulière dans mes horaires de lever. Très important pour moi. J'ai commencé à traquer mon sommeil avec ma Apple Watch il y a 2 ans. Alors, elle n'est pas hyper précise, je tiens à le dire, parce que celles qui ont une Apple Watch et qui voient leur sommeil profond qui est toujours très faible, sachez que moi, j'ai un nouvel outil. Il manque au moins 30-40 minutes de sommeil profond sur l'Apple Watch, comparé à ce que moi j'ai comme outil. Donc moi, j'ai la Oura Ring. Donc c'est une bague qu'on met soit au majeur, soit à l'index, qui est d'une précision phénoménale. Mais vraiment, alors c'est un investissement. Ça, c'est clair et net. Ça coûte 500 € de l'acheter et après, il faut payer 4,99 € par mois. Par contre, c'est incroyable de précision. Ça vous fait votre température pour votre cycle. J'utilise pas ça pour mon cycle, mais ça m'aide énormément de savoir où j'en suis. Ça vous explique votre stress. Ça vous dit en amont si vous avez potentiellement une maladie qui arrive. Bref, moi, je trouve ça incroyable. Et donc, sur le sommeil, j'ai repris tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris et lu de la science, donc une chambre plutôt fraîche, dans le noir complet, pas de téléphone avant, donc moi mon téléphone je laisse toujours en bas, ou alors je mets des lunettes anti-lumière bleue, je lis un peu un livre avant, alors ça normalement faut pas trouver, moi ça m'aide beaucoup, je fais ma routine, je suis en pyjama assez tôt et je m'endors 22h max. En fait si je dépasse ça, je me sens pas bien le lendemain. Donc entre 21h30 et 22h, c'est ma fenêtre d'endormissement. Et je me réveille naturellement entre 6h et 7h le lendemain. Ça me permet, si mes filles m'ont réveillée, d'avoir 1 heure de sommeil de réveil, bah, c'est pas grave. Et sinon, je peux avoir une nuit complète au top. Donc, le sommeil, vraiment pilier de ma santé, mais plus. Je mets tout en œuvre pour pouvoir dormir comme il faut. Et donc, ce que je vous disais, j'anticipe, si jamais mes filles me réveillent, d'avoir... Parfois, j'ai 1 heure et demie de réveil dans la nuit, malheureusement. Parce que quand on a 3 enfants, parfois c'est x3. Alors parfois pas du tout, hein, les nuits se passent très bien. Mais au moins, je suis sûre d'avoir au minimum 7 heures de sommeil par nuit. Il me faut mes 7 heures de sommeil minimum. Mais j'ai plus besoin de 8 heures, 8h30. Et
le sommeil se gère par ce qu'on fait dans la journée. Et donc, le plus possible, je m'expose à la lumière du jour le matin, je fais du sport. J'ai remarqué là ces derniers temps que j'ai repris la course à pied et que c'est incroyable l'effet que ça a sur mon sommeil. Je dors beaucoup mieux, je me rendors en 2-2 si mes filles me réveillent. Donc voilà, il y a plein de choses à adapter pour le sommeil. Je ne mange pas après 18h30, 19h max. Quand je suis partie avec Alison au Maroc, tous les soirs, on mangeait vers 22h. Ça a été un enfer pour moi. C'est très dur quand on est en groupe, mais un enfer. J'ai eu un rythme cardiaque tous les soirs hyper élevé. J'ai pas du tout bien dormi alors que je dormais sans mes enfants pendant une semaine. Mais ça a eu des répercussions. Après, j'avais le visage gonflé. Enfin, vraiment, tous les signaux sur mon corps pour me dire ça va pas du tout ce que tu fais là. Donc ça, si j'avais pas eu ma bague qui m'alertait et tout pour me dire que ma fréquence cardiaque au repos était très élevée la nuit, qu'il y avait un problème, que sûrement je mangeais trop tard, peut-être j'aurais jamais fait le lien. Donc maintenant, je sais que pour ma santé, il faut que je mange tôt. Et j'y arrive très bien et j'adore. Donc je suis chiante parce que pour aller au resto à 21h, c'est un enfer, j'ai pas envie. Mais au moins je dors mieux. Et dans les premières années de vie de mes filles, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est ça, c'est dormir comme il faut. Voilà, c'était la dernière question. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez pu apprendre quelques trucs sur moi. Peut-être ça peut vous avoir donné des petites intuitions. Si ça vous fait culpabiliser, s'il y a des choses que vous dites mais pas du tout, ne faites pas. Vraiment, dites-vous que ce n'est que mon expérience dont je vous parle et que vous n'avez aucune pression à faire quoi que ce soit de ce qui est dit aujourd'hui. J'aime le podcast pour ça parce que c'est nuancé, parce qu'on a le temps de développer, mais vraiment j'ai envie de le redire, prenez soin de vous. Donc si ça vous fait culpabiliser, n'écoutez plus ce que je fais. Prenez d'autres choses. Voilà, merci, prenez soin de vous, à vendredi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.